ladies and gentlemen, it is again a privilege for me to moderate these discussions. I am going to, at this point in time, give you a little historic or a little idea of why we are holding these discussions. I believe that if each and every one of us wants to make a voice heard, if we want to contribute in the process of regional integration, it is practically important that we understand the context. Now, one of the things we are trying not to do in this debate is to have just empty talks that are not going to lead to any concrete actions. And that's the reason why it's important for each and every one of us to be in the same context, to be on the same light. So I tell you a little story for the introduction. In 1963, we have the Organization of African Unity, which you know was created to run the affairs of the African continent. Again, due to so many challenges, due to many complexities, the Organization of African Unity had to go through a lot of reforms, be it from a policy perspective, from an institutional perspective, to be able to manage the affairs of Africa. And again, we moved on to the year 2001, where the Lagos Plan of Action was implemented in order to drive the regional integration agenda in Africa. Again, this was a very complicated situation, as in 1981, we moved to the Abuja Declaration. Now, the Abuja Declaration was supposed to be the focal point or the key document that institutes the process of regional integration in Africa. But again, the Abuja Declaration was kind of insufficient, as few years afterwards, 1983, we moved to the creation of the Economic Community of Central African States. Now, the African Union believes that to effectively implement regional integration in Africa, we need to have a certain geographical delimitation. And that's the reason why in the African continent, we have 8 regions that were put in place. You can all recount them, from the South African Development Corporation to the Economic Community of West African States, right down to the Economic Community of Central African States, which is the key organization or institution that is gathering us here today. But I tend to surprise you. 40 years after the Economic Community of Central African States was created, it may surprise you, just like it surprises me, that while the level of regional integration in other regions is advanced, the ECAS region is quite timid. As many people do not understand what is the complexity with the ECAS region. Et en termes camerounais, quand on ne va pas, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que les choses dans la CEAC sont toujours bizarres? Parce que dans d'autres régions, le processus est tant avancé, mais également dans la zone CEAC, nous avons des freins, nous avons des obstacles. And it is within this context that we have gathered to find out what exactly is the problematic with regional integration in the Economic Community of Central African States. Ladies and gentlemen, we have many schools of thoughts that have tried to air their opinions on the issue. Some people think that it is from a policy perspective. Some people think that politicians are the main problem. Others think that it is the people who have not fully understood and integrated the idea of regional integration. That's why they are unable to make meaningful contributions. Some think that there is a Western influence in how states operate in Africa. That's the reason why it is difficult for African countries to really practice the context of regional integration. But today, as the moderator, I am neutral because I do not know exactly where the problem lies. And that is the reason why we have invited 2 able gentlemen, 2 experts, 2 intellectuals who are going to confront themselves over this thematic. One of them is going to be arguing for the proposition that regional integration is subject to the will of the people. And the other expert is going to be arguing on the proposition that regional integration is not subject to the will of the people. But again, he would have to tell us further where the burden of responsibility lies. And so it is in this light that, gentlemen, I would like to invite two experts in the house. I see them comfortably seated, 2 respected men of integrity who have spared their time to come and clarify the debate that exists between regional integration. I would like to start with a man, Dr. Barnabe Okuda, who is, oh, please, let me do that in French, please. I think the profile is just too large for me to simplify it in English. I think it's going to be clearer in French. Le docteur Barnabe Okuda est un ingénieur statisticien exerçant depuis 2014 comme directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales du Cameroun, Cameca PAC. Il a coordonné et réalisé de nombreux travaux. Avant cela, il a été sous-directeur des études et de la normalisation statistique à l'INS du Cameroun. Il a respectivement occupé les postes de chef de service adjoint des nomenclatures et des comptes des administrations publiques à la direction de la statistique et de la comptabilité nationale du Cameroun. Je vois le docteur qui me demande
try to limit it. Alors, je vais quand même. Vous êtes d'accord avec moi que si je vais lire ce profil, nous allons finir demain, docteur. Alors, mesdames, messieurs, avec sur vos ovations, veuillez accueillir, s'il vous plaît, le docteur Barnabé Okuda. Ladies and gentlemen, my delight to invite on stage another gentleman. Je ne sais pas s'il va m'empêcher de lire son profil également, mais je sens que c'est un monsieur dont je respecte beaucoup et je suis souvent très, très impressionné lorsque je partage un panel avec lui. Dr. Jean-Cédric Kwam est Interim Director of Programs at the Dennis and Lenora Foreta Foundation. He oversees the internship program and emerging leaders program. And Dr. Jean-Cédric Kwam is equally serving as Deputy Director of Economic Affairs at the Nkafu Policy Institute. He holds a PhD in economics from the University of Chang, Cameroon, a member of various research groups and laboratories in Cameroon and abroad. His field of research is related to economic development of African countries, policy mix in the monetary union, sustainable and inclusive development, entrepreneurship, women and economic empowerment. He holds certificates in sustainability and public debt management in low-income countries and financial programming and policies from the IMF. He is the author of numerous reports and articles published in peer-reviewed journals. Ladies and gentlemen, for the Nkafu debates, please let us welcome Dr. Jean-Cédric Kwam. Alors, Dr. Jean-Cédric, bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Et merci pour cet accueil. Alors, vous avez certainement remarqué comme moi que ce panel, il y a un peu d'intégration au niveau des couleurs. Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que vous voulez nous dire à travers votre habillement que ça fait partie de l'intégration aussi? Je pense que nous sommes en train de dire qu'il faut qu'il y ait une véritable intégration dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc, du coup, à partir du décor qui est planté, notre désir est qu'à la fin de ce débat, que nous fassions des recommandations pertinentes pour que les choses changent, parce qu'il faut véritablement que les choses changent. Nous sommes en retrait. Il faut véritablement que les choses changent. Ceci étant dit, merci beaucoup, Dr. Kwam, de nous avoir épargné de votre temps pour partager vos idées à travers ce Nkafu Debate. Alors, mesdames, messieurs, pendant 45 minutes à 1 heure, nous allons poursuivre ce débat. Nous allons devoir échanger sur cette thématique. Alors, à titre de rappel, nous débattons sur le thème ou la thématique « Be it resolved, regional integration in Africa is a result of public demand ». Alors, c'est ce que nous allons diagnostiquer tout à l'heure. I am going to give the floor first to Dr. Jean-Cédric Kwam, and I would like to get from you. Vous allez de répondre dans toute langue qui vous convient. Je vais vous poser la question à savoir, vous êtes fortement du point de vue que l'intégration régionale dans la zone CEAC ne manque pas de la volonté publique. C'est bien ça? Très bien. Bon, je pensais que j'allais me tromper. Alors, vous avez quelques minutes pour dire à ce public chaleureux ce que vous en pensez du statut actuel de l'intégration régionale en Afrique, dans le large et surtout dans la zone CEAC qui nous convient aussi cet après-midi. Vous avez la parole. Merci. Merci une fois de plus, Monsieur Antem, de me passer la parole. Et mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour nous de vous accueillir pour partager sur cette thématique qui nous tient à cœur, parce que nous venons récemment d'avoir dans la CEMAC, la conférence des chefs d'État, et nous nous posons mille et mille questions. Pourquoi la conférence des chefs d'État dans un contexte où nous sommes en train de promouvoir une intégration régionale? Ce qu'il faut se dire, c'est que l'histoire de l'intégration régionale en Afrique centrale est vieille d'un demi-siècle. Le processus étant conduit par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, depuis le 18 octobre 1983. Des succès ont été enregistrés dans certains domaines, mais les résultats en termes de promotion d'un marché plus large et plus efficace n'ont pas été atteints, alors qu'il s'agit là même de l'objectif ultime commun à la plupart des institutions communautaires. Plusieurs facteurs expliquent les mauvaises performances de la CEAC en matière d'intégration. Nous parlons ici de l'intégration infrastructurelle, l'intégration macroéconomique, l'intégration productive, l'intégration, la libre circulation des personnes et l'intégration productive, commerciale. Le principal facteur, c'est le manque de volonté politique des dirigeants. Là, il faut le dire haut et fort, le manque de volonté politique des dirigeants. Les faibles performances de l'Afrique centrale en matière d'intégration régionale ne peuvent être attribuées au peuple, à la volonté des peuples, mais plutôt à un manque d'engagement réel des décideurs. Vous convenez, vous et moi, que
La volonté politique, à elle seule, peut nous aux crises auxquelles notre Afrique centrale est confrontée aujourd'hui. Seule la volonté politique. Le manque de volonté politique, en effet, réduit le niveau de mise en œuvre de nombreuses décisions prises, à la fois au niveau de la CEEAC qu'au niveau des États. Pensez-vous que si l'intégration régionale résultait de la volonté des peuples, notre marché resterait développé? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ce sont les peuples qui sont les principaux acteurs et ils en sont aussi les principaux bénéficiaires. Ils feraient tout. Mais ces derniers manque de volonté dans les décisions. Il convient de rappeler que le manque de volonté, le manque des décisions n'ont pas suivi les discours qui ont été prononcés, des très beaux discours. Tout est resté sur les papiers. On observe également dans notre Afrique centrale une faible inefficience des institutions en matière de gestion, une faible synergie et complémentarité entre les institutions communautaires qui existent et le faible impact des mesures qui sont prises. Et ça se matérialise sur la faible profondeur de notre marché. Rappelons que la CEEAC, c'est près de 225 millions de consommateurs. Mais le marché à lui-même, c'est moins de 2% du commerce total. Et il y a un problème. Jusqu'ici, les décisions qui ont été prises ont obéi à une logique technocratique, associant experts du Nord et très peu de cadres nationaux. Vous convenez que cette logique ne peut pas prendre en compte les préoccupations des acteurs qui sont directement concernés par les changements en matière de développement, qui sont vous et moi, bien sûr. On observe également une sorte d'inertie des dirigeants, des institutions et des leaders politiques d'Afrique centrale à prendre des décisions et à mettre en œuvre des politiques appropriées. Je le disais tantôt, la volonté politique n'a presque jamais suivi les grands discours afin d'assurer la mise en œuvre des politiques économiques. Plusieurs raisons expliquent cette inertie. Je pense que durant ce débat, nous allons prendre la peine de revenir là-dessus un peu plus en détail. Mais il convient de dire que nous défendons, selon laquelle il faut aujourd'hui une décolonisation du pouvoir en matière en ce qui concerne le processus de mise en œuvre des politiques visant à assurer une intégration régionale en Afrique centrale. Il faut partager le pouvoir entre les décideurs et le peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Jean Sadi-Kwam. Il faut partager le pouvoir entre les décideurs et le peuple. Vous l'avez bien réitéré. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire quelque part là, que le peuple a au moins un rôle à jouer dans le processus d'intégration? Parce que vous avez commencé par nous dire que la volonté publique ou bien la volonté politique est le moyen à travers lequel nous pouvons effectivement avoir une intégration régionale. Vous l'avez bien dit. Très bien. Et maintenant, vous le dites à la fin, à la chute de vos propos, qu'il faut partager le pouvoir entre les politiques et les peuples. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que les politiques à eux-mêmes sont insuffisants pour mettre sur pied l'intégration régionale? Ce n'est pas ce que vous nous dites par hasard. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'en réalité, nous ne pouvons pas fonctionner seuls. Les politiques ne peuvent pas agir seuls. Il faut bien l'implication de tous les acteurs, des acteurs qui sont les plus concernés par le processus d'intégration. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que les politiques sont mises en place, les politiques existent, mais ces politiques doivent tenir compte des opinions des acteurs, des autres acteurs qui sont les acteurs locaux. Donc, nous pensons qu'il faut un cadre de concertation entre les décideurs. Les choses ne doivent pas rester uniquement au niveau des décideurs publics. Il faut un cadre de concertation, il faut un cadre de suivi et d'évaluation qui implique également les acteurs locaux. S'il n'y a pas ce cadre de concertation qui est défini, et si les choses restent comme à l'heure actuelle, les choses sont au niveau, qui sont contrôlées par les pouvoirs publics, politiques, rien ne bougera, les choses ne changeront. Merci beaucoup, Dr. Jean Sadi-Kwam. Alors, Dr. Barnabé, vous avez bien écouté le Dr. Jean Sadi-Kwam. Il a réitéré la position selon laquelle les politiques ont un rôle majeur à jouer. Il reconnaît au moins que les peuples ont
également engagé en tant qu'acteur du processus de l'intégration régionale. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard faites-vous du statut actuel de l'intégration régionale en Afrique, et en particulier la CEEAC? Et selon vous, qui sont ces acteurs qui devraient mener à bout le processus d'intégration régionale dans la zone CEEAC? Vous avez la parole, docteur. Okay. Merci, monsieur le modérateur, de passer la parole. Le constat qui peut être fait, certainement malheureux, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui l'a fait depuis 2018, que la sous-région Afrique centrale est la moins intégrée de toutes les régions. Et quand on considère l'Afrique, qui est encore la région la plus pauvre, nous comprenons comme un vecteur, un facteur pour expliquer, l'un des facteurs pour expliquer cette pauvreté, la faible intégration de la sous-région Afrique centrale. Je voudrais également solliciter la permission des organisateurs, non pas pour modifier le thème, mais pour suggérer la formulation du thème devrait, après cette introduction que je fais, pouvoir se conjuguer au futur en disant que l'intégration pourrait résulter ou résultera de la volonté des peuples. Parce que le constat, c'est que nous n'y sommes pas. Donc, nous ne pourrons pas dire que l'intégration est. Si nous acceptons de dire que l'intégration pourrait être ou devra, oui. Et là, nous sommes très à l'aise de le penser en évoquant 2 ou 3 idées. La première, c'est d'abord une approche normative, ce qui devrait être. Et nous pourrons également explorer une approche exploratoire comparative. Et si nous commençons par là, nous allons certainement constater que dans les sous-régions où l'intégration donne des signaux positifs, c'est que les peuples ont été mis en avant. Et ça qui va faire que presque tous les pays africains que nous avons observés, c'est le même peuple de part et d'autre des frontières. Or ça, c'est un pont humain. Et si le pont humain existe, nous devrons pouvoir le mettre en exergue, en lumière. Parce que quand vous allez en Afrique de l'Ouest, c'est les mêmes peuples qui sont passés par là. Si nous sommes en Afrique centrale, les cas sont là. Vous prenez dans la partie nord du Cameroun, vous voyez très bien que ce sont les mêmes peuples qui sont à Kousséri, qui sont en N'Djamena. Et c'est ça qui fait en sorte que vous n'allez pas dire à quelqu'un de N'Djamena de ne pas venir à Kousséri. Quand il vient, qu'il y ait l'accord ou la volonté politique ou pas, il va, parce qu'il y a de la famille. Nous avons connu des familles, nous savons actuellement, nous avons des familles, des gens au Cameroun qui ont des familles au Nigeria. Quand on prend la partie sud, c'est exactement la même chose. À qui aussi, c'est les mêmes peuples qui sont là. Donc, nous pensons que ce peuple-là peut atteindre une masse critique qui peut faire bouger les lignes. Et c'est sur ce travail-là que nous allons essayer de faire pour démontrer comment les peuples peuvent forcer la main, effectivement, aux politiques pour bouger les lignes. Et non pas attendre que ça vienne du haut, parce que ceux qui viennent du haut n'ont pas forcément le même intérêt. Alors que nous avons intérêt. Parce que vous avez de la famille, vous avez des affaires, une activité économique à mener de part et d'autre. Donc, le développement de cette culture, de l'intégration et du développement ensemble, je pense que ce sera ça notre ligne de conduite, pour ne pas dire de défense. Merci beaucoup, docteur Bandabé. Alors, puisque vous avez parlé d'intérêt, je m'intéresse à savoir également, pensez-vous que ceux d'en haut, oui, comme vous l'avez bien dit, oui, ont cet intérêt? Parce que le docteur Jean Sédéquam, contrairement à lui, il pense fortement que ce sont des politiques qui ont cette main à pouvoir faire bouger les choses. Mais vous le dites que ce sont les peuples qui doivent forcer les choses. Alors, est-ce que les politiques ont donc cet intérêt à voir le processus d'intégration régionale aboutir à quelque chose? Nous pensons que les politiques doivent avoir intérêt, et ils ont certainement intérêt. Ne serait-ce que par, le docteur a parlé de la volonté politique. La volonté politique déclarée, c'est que nous voulons tous accéder au bien-être des populations. Je pense que c'est ce que tous les États proclament. Le bien-être des populations, en langage simple, le développement. Et si nous avons un facteur favorable qui peut pousser le développement de ces peuples et qui est l'intégration, pourquoi pas? Mais maintenant, c'est les actions concrètes qui ne suivent pas
cette volonté déclarée. Et c'est pour ça que nous pensons donc que si nous avons échoué par le top-down, nous prenons le bottom-up. Donc, au lieu d'attendre que les Donc, politiques vous êtes en train de nous dire que le top-down a chuté à nouveau. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les constats. Alors, donc, Les docteur constats Kwam, sont là, vous qui pensez que le top-down approche est efficace, il nous dit carrément que ça a chuté. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises là, mais qui ne bougent pas. Donc, du coup, on se pose la question de savoir, est-ce que les décideurs veulent vraiment le bien des populations? Parce que si les décideurs voulaient vraiment le bien des populations, ils auraient inclus ou alors introduit ces dernières dans le processus de décision et même dans le processus d'évaluation, de suivi et d'évaluation des mesures qui sont prises. Donc, nous pensons que tout dépend de la position des décideurs. Si les choses vont changer, les choses changeront. D'accord, merci beaucoup, docteur Kwam. Alors, docteur Barnabé, vous soutenez la position des publics. Alors, vous nous donnez l'impression que ce sont les peuples qui ont la main levée sur le processus d'intégration. Ouais. Alors, vous avez mentionné qu'il faut peut-être privilégier le bottom-top approach. Alors, au regard des circonstances qui se déroulent au niveau de la CEAC, je vous prends certains cas par exemple. En décembre 2022, il y a certains Camerounais qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Vous êtes au courant? Ça, ce sont les faits. Ça, c'est peut-être l'un des cas connus. Mais dans le large de l'Afrique, il y a quand même ces cas dans plusieurs pays. Nous avons vu des vidéos où les Africains ont été brûlés, poignardés, peut-être en Algérie. Pensez-vous que ces peuples-là sont vraiment partants pour le processus d'intégration régionale? Parce que c'est la position que vous défendez. Alors, sont vrais. Pourquoi il y a des problèmes en Guinée équatoriale? Le problème qu'il y a en Guinée équatoriale, c'est parce que le message est mal passé. Par qui? Par qui, s'il vous plaît? Le message est mal passé, d'abord. Maintenant, par qui? Le message est mal passé par ceux qui sont aux affaires, qui font croire au peuple que les non-guinéens, bon, la Guinée équatoriale, juste pour un peu d'histoire, ceux qui ont peut-être mon âge peuvent aller fouiller encore, même vous allez fouiller dans l'histoire. Vous allez vous constater que dans les comptes nationaux du Cameroun, dans les années 60, le Cameroun donnait de l'aide à la Guinée équatoriale. Alors, la Guinée équatoriale, ce qu'elle a été, après il y a eu la découverte du pétrole. Maintenant, complexe de nouveaux riches, nous avons de l'argent, nous sommes riches. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur, ah non, on va protéger son blé. On a peur. Donc, c'est cette idée-là de faire croire que celui qui vient de l'extérieur vient prendre. Et ça, je le disais encore à quelqu'un d'autre toujours, c'est que, ouais, l'union des pauvres fait problème. C'est parce que l'autre est pauvre, d'abord dans sa mentalité, qu'il pense que, comme il est subitement riche, dès qu'il y a un étranger qui arrive, l'étranger va venir s'accaparer de ses biens et le remettre dans l'état de pauvreté antérieur. C'est ça qui fait problème. Et maintenant, ceux qui sont aux affaires vendent cette idée, certainement pour leurs intérêts. Je suis désolé. Mais je ne pense pas que fondamentalement, les hommes soient égoïstes à ce point. La preuve, c'est qu'il y a des gens que nous connaissons dans ces pays qui sont installés depuis des années. L'histoire, nous rappelons-nous, hein. Le président Ahidjo, pendant longtemps, le Cameroun et le Mali avaient un accord de libre circulation, entrer sans visa. Moi, je l'ai fait. On allait avec la carte d'identité. Le Cameroun au Mali. Vous pouvez savoir ce qui s'est passé. C'était l'amitié des peuples. C'était ça l'idée. Donc, cette xénophobie-là, elle naît ces derniers temps parce qu'on est en situation de précarité matérielle. Et on veut donc défendre le peu qu'on a. Et c'est pour ça qu'on dit non, attention, l'autre, il vient voler, il vient prendre ta part. C'est ça qui est le problème. Quelle a été l'influence des peuples à nous décoloniser de ce problème-là? L'influence des peuples pour sortir de là, et c'est là où, et c'est pour ça que j'insiste que peut-être anticiper sur la conclusion, c'est que nos peuples doivent être éduqués, doivent être alphabétisés à la notion d'intégration. Pour dire que le vivre ensemble, qu'on dit aussi au niveau local, au niveau national, au niveau régional, on va plus loin quand on est ensemble. Disons-nous cela, le PIB de la Guinée équatoriale, plus celui du Cameroun, plus celui de la Centrafrique, ça représente. Donc, tant qu'on est isolé comme ça ne change rien. Dans une ancienne vie, vous avez voulu citer mon parcours tout à l'heure là.
Nous travaillions au secrétariat du DCRP à l'époque. Effectivement, ce problème de réciprocité avec la Guinée équatoriale se posait. Nous avions à l'époque posé à l'État du Cameroun de ne pas jouer sur la réciprocité. Parce que quand vous êtes un leader, vous êtes un grand frère, vous n'avez pas à taper sur votre petit frère qui vous a piétiné. La Guinée équatoriale peut faire entrer toute sa population au Cameroun, ça ne change rien. Le Cameroun actuellement 28, 29, 30 millions. On peut faire entrer 1 million de personnes, ça ne change rien. Mais par contre, la Guinée équatoriale sent que si 20 000 Camerounais arrivent, ça va tout déstabiliser. Donc, c'est à vous, le grand frère, le leader, de faire comprendre aux gens, soyez, venez, et comme ça, on vous montre le chemin. D'accord. Est-ce que vous nous dites par hasard que les politiques, dont la position que défend le docteur Jean-Cédric Kouam, oui, la position des politiques qui sont de facto également les leaders, oui, est-ce que vous nous dites qu'ils ne sont pas en train d'assumer un rôle de leadership dans ce processus? Puisque vous avez évoqué 3 problèmes, donc je vais revenir vers vous, docteur Kouam, et vous dites, vous les politiques, vous manquez ce rôle de grand frère, vous manquez ce rôle de leader. Pensez-vous que également, au regard de la CEAC, il y a un problème de leadership, puisque c'est le cas, c'est l'argument qu'évoque le docteur Barnabé. Nous étions en train de discuter à l'instant des Camerounais qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Mais il faut se dire, ce sont des dirigeants, ce sont des policiers guinéens qui expulsaient ces Camerounais. Et les autorités guinéennes n'ont rien dit, absolument rien. Mais nous savons que nous sommes dans un cadre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, où on met la libre circulation des personnes. On a un passeport CEMAC qui est, nous ne savons pas où il se trouve. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de problème à aller en Guinée équatoriale à cette journée. Est-ce que ce n'est pas encore un échec? Est-ce que ce n'est pas un échec? Est-ce que ce passeport CEMAC n'est pas un échec? Avez-vous un passeport CEMAC, docteur Kouam? Parce que vous soutenez la position des politiques. Je suis en train de venir. Permettez que j'aille au bout de ma pensée. Mais arrivez à terme. Voilà. Donc, le problème, c'est que des décisions sont prises, mais la mise en œuvre de ces décisions n'est pas opérationnelle. Il y a une lenteur dans la modification des politiques, des lois et des réglementations, ce qui fait qu'aujourd'hui, les peuples ne sont pas sensibilisés parce que si c'était effectif, si les lois avaient véritablement changé, les peuples ne devaient pas être la Guinée équatoriale ou alors les autres ne devaient pas être amenés aujourd'hui à expulser. Je vais prendre un autre exemple. Il y a un pont sur le Thème qui doit être construit reliant le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est un projet politique qui est sur les papiers, mais le pont n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une lenteur dans la mise en œuvre. Nous pensons que c'est uniquement politique. Pourquoi? Parce que la Guinée équatoriale a du pétrole et pense que les Camerounais, ça c'est les autorités qui pensent, ce n'est pas les populations, parce qu'on n'a pas dit que ce sont les populations qui ont expulsé les autres populations, ce sont les autorités, les policiers et autres qui ont expulsé les populations. Donc, les autorités pensent que non, on peut être envahi, notre marché peut être envahi, nos possessions et autres, et ça fait qu'il y a une lenteur dans la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Donc, les lois ne changent pas, les décisions ne changent pas, la réglementation ne change pas, et c'est purement politique. Mais à qui revient donc la tâche d'accélérer ce processus? Il revient je disais tantôt… Est-ce que ce sont les peuples qui doivent… C'est la volonté politique qui doit suivre. Parce que s'il n'y a pas de volonté politique, les choses ne changeront pas. Est-ce que je peux donc conclure par dire l'intégration régionale dans la CEAC émane de le manque de volonté des politiques? Le manque de volonté des politiques, et ce manque de volonté se matérialise pratiquement sur toutes les lignes au niveau infrastructurel. Mais dans le contexte de ce débat, vous êtes en train de nous dire que la mise en œuvre de l'intégration régionale est uniquement dans la volonté politique. C'est la position que vous défendez. S'il n'y a pas de volonté politique, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, les choses ne changeront pas. Donc, nous pensons qu'il faut une certaine volonté politique pour impliquer tout le monde. Pourquoi? Parce que qui a le pouvoir? Ce sont les politiques. Et il faudrait que ces politiques-là prennent conscience de la situation. Il faut impliquer tous les acteurs. Et s'il n'y a pas cette volonté politique, les choses ne changeront pas parce que nous pensons que tout vient du haut et se transmet vers le bas. Donc, s'il n'y a pas une certaine volonté politique, les peuples qui sont les principaux bénéficiaires, les principaux acteurs de l'intégration, parce que nous allons certainement revenir là-dessus au cours de ce débat. Évidemment, tout à l'heure, les véritables acteurs ne sont pas pris en compte. Et si les principaux acteurs ne sont pas pris en compte, c'est purement la volonté de ceux qui ont le pouvoir. D'accord. Je vais revenir vers vous avec cette question, puisque le docteur Barnabé, vous avez parlé de manque d'éducation, vous avez parlé de mentalité. Alors, et vous avez également parlé de sensibilisation tout à l'heure, docteur Kouam. Donc, il y a forcément un point à faire sur cet aspect de sensibilisation. Je commence avec vous, docteur Kouam. À qui revient la tâche de sensibiliser le peuple?
Est-ce que ce sont les politiques qui doivent sensibiliser les peuples ou bien les peuples doivent s'éduquer? Je vais vous poser la question autrement. Comment est-ce que les décisions doivent être prises? Parce que si les décisions doivent être prises, les décisions doivent être prises sur la base d'une descente sur le terrain. Les politiques doivent, parce que c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui ont besoin de l'information et pour avoir l'information, il faut descendre sur le terrain. Mais la vérité, c'est que si vous essayez de regarder les frontières des pays, les acteurs qui se trouvent dans cette frontière-là ne sont pas considérés, mais on veut bien qu'il y ait une harmonie. Donc, nous pensons que les politiques qui vont prendre une décision, nous sommes des chercheurs, avant de prendre une décision, avant de faire des recommandations, pour connaître, il faut les données de terrain. Donc, ces politiques-là doivent prendre des mesures pour consulter la part et connaître exactement ce qui se passe. Si cela n'est pas fait, les choses ne bougeront pas. C'est que les décisions sont prises, nous ne savons pas. Et après, on ne connaît pas véritablement les réalités du terrain et les choses sont prises, les beaux discours sont portés et après, je suis en fait. Forcément, je vais revenir vers vous, docteur Barnabé, avec cette même question. Je ne suis pas convaincu par sa réponse parce qu'il finit par me dire, il me parle beaucoup plus des politiques. Ce sont des politiques, ce sont des politiques. Pourtant, il défend la position des politiques. Alors, vous avez dit un problème de sensibilisation, de mentalité. Oui. Selon vous, est-ce qu'il revient au peuple de s'éduquer ou bien aux politiques de sensibiliser les peuples? Alors, parce que est-ce que cette audience, ces gens qui nous écoutent là, ne sont pas impliqués dans le processus d'intégration régionale parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas éduqués? Alors, les politiques ont le mandat de conduire les politiques publiques. Parce qu'ils ont reçu le mandat du peuple. Mais le peuple n'a pas de visage. Ce peuple-là, aujourd'hui, puisque les théoriciens des sciences politiques nous disent que le pouvoir appartient au peuple. Alors, ce peuple-là, si ce peuple a le pouvoir, ce peuple peut changer le mandat des politiques. Comment est-ce que les peuples peuvent avoir ce pouvoir pour changer des choses? Puisque nous sommes, la CEAC, oui, nous sommes en train de constater ou remarquer une certaine... Oui, une certaine léthargie, une certaine inertie, c'est vrai. Mais j'ai dit, le plaidoyer que je fais donc maintenant, pour dire que le peuple reprenne son pouvoir et son mandat, pas par une insurrection, mais par J'aurais demandé à travers quels moyens? Par une éducation. L'éducation du peuple, l'éducation de masse. Et c'est ce travail-là qui doit être fait d'abord par ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Au niveau international, la société civile a conquis le pouvoir. Rappelez-vous, il y a quelques années, les grandes institutions mondiales étaient dirigées par qui? C'était dirigé par les politiques. Mais il y a eu ce renversement où nous avons pu avoir un leader de la société civile diriger la Banque mondiale. Je crois qu'il y a deux mandats avant. Dans les pays aujourd'hui, les rôles de la société civile sont reconnus dans les États ou dans les pays déjà qui ont fait le pas au niveau de la démocratie. Ces acteurs de la société civile sont intégrés dans les gouvernements, dans les politiques. Donc, j'ai dit, nous pouvons passer par la société civile qui va éduquer les populations parce que le peuple n'a pas de visage. Il faut donc qu'il y ait cette interface-là qui peut être la société civile. Et dans la société civile, on compte effectivement les acteurs de l'éducation et des politiques publiques comme les think tanks qui peuvent intervenir à ce niveau-là en diffusant la connaissance. Les médias également devraient pouvoir jouer ce rôle-là pour diffuser cette connaissance. Ce pouvoir que voici comment vous pouvez vous organiser pour que les choses aillent autrement. Merci, Dr Barnabé. Le contexte de la CEAC est un peu particulier, oui, puisque je voudrais que nous sortons un peu du cadre des politiques, parlons des autres choses qui peuvent avoir un rapport aussi avec les politiciens. Je suis d'accord. Pour dire cela. La CEAC a cette particularité d'abriter beaucoup de conflits actuellement. Oui. Pensez-vous que l'état actuel de la CEAC est favorable à un véritable processus d'intégration régionale? Au regard de ce qui se passe, par exemple, au Rwanda et au Congo, à la Centrafrique et même au Cameroun, dans plusieurs États de la CEAC, est-ce que ce contexte est favorable pour un véritable processus d'intégration régionale? Si nous attendons le temps favorable, il ne viendra jamais. Le temps ne sera jamais favorable. Comment donc évoluer dans ce contexte? Comment évoluer dans cette situation-ci? C'est que nous faisons le constat, voici les difficultés, voilà les manquements. Comment nous organisons pour renverser
la situation pour revenir dans le bon ordre. Les difficultés que vous avez évoquées en RDC, si nous prenons déjà la première difficulté que nous avons dans la CEAC, c'est que vous avez vu en Afrique de l'Ouest, approche comparative, la CEDEAO qui doit absorber l'UEMOA. L'UEMOA était déjà quelque chose d'identité. Après, dans la CEDEAO, dans les autres parties non UEMOA de la CEDEAO, vous aviez le Nigeria qui a un leader fort et le Ghana qui ont entraîné les autres dans le mouvement. Maintenant, au niveau de la CAC, nous avons besoin d'un leadership reconnu, avoué et assumé. Deuxième chose, éducation des peuples. L'éducation des peuples, pour que le temps soit favorable. Pour faire comprendre, par exemple, en RDC, le conflit que nous vivons en RDC, c'est d'abord un problème de personnes. Vraiment, de manière élémentaire, j'ai du mal à expliquer à mon fils, qui peut être au cours élémentaire, par exemple, que la RDC, avec sa superficie et sa population, se fasse torpiller par le Rwanda. Expliquons ça de manière rationnelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Est-ce que ce problème n'émane pas aussi des politiques? Ce ne sont pas les politiques qui sont responsables de ces problèmes? Les politiques, parce que les politiques entretiennent le peuple dans, je ne peux pas dire le mot, peut-être qu'il sera trop fort, mais dans l'ignorance. Non, oui, mais le peuple ne doit pas attendre indéfiniment parce que personne ne viendra vous dire que allez-y. Le peuple doit s'organiser parce que je l'ai vu ailleurs et cela est possible. Mais les autres se sont organisés. Barnabé, vous savez, nous sommes en Afrique centrale, nous sommes au Cameroun. Oui. Et il est interdit, pratiquement interdit au Cameroun de faire une manifestation sans avoir une autorisation. Ça veut donc dire que quelque part, le politique tient le peuple. C'est-à-dire, non, ça, vous parlez de manifestations politiques, voilà. sur le plan des affaires de... Parce que comment est-ce que les réformes se font ailleurs? Les réformes, c'est le peuple qui descend. On a tous assisté à ce qui se passe en France. Je prends l'exemple pratique de la France. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette loi la retraite qui fait que les peuples jusqu'à aujourd'hui, les syndicats sont descendus dans la rue pour revendiquer. Mais ici, ce n'est pratiquement pas possible. Je vais vous prendre un contre-exemple de la force des peuples. Le cas actuel que nous vivons au Cameroun, la situation du Nozo. Est-ce que vous avez vu comment le peuple a modifié la trajectoire de cette affaire qui aurait pu devenir autrement? Parce que si le peuple camerounais n'avait pas pris cette affaire en main, pour ne pas lui donner une connotation politique, on n'en serait pas là. Je vous rappelle, moi je dis des exemples à l'appui. Mon village n'est pas loin de Yaoundé. Descendez là sur la route de Mpaba, vous arrivez à Nkonda, vous prenez la route qui va en Fou. Vous entrez là-bas. Vous allez trouver au moins 4 complexes scolaires anglo-saxons typiques avec internat installés là-bas. Personne n'a jamais dit à ces gens-là que nos zones, au contraire, ils sont bien accueillis. Tous les déplacés sont bien accueillis dans toutes les régions du Cameroun. Voilà comment le peuple prend les choses en main pour dire que... Parce que le Nozo est toujours là. Non, le Nozo n'a pas pris la trajectoire qui était prévue. Oui. Ça, moi, je suis d'accord. Le Nozo n'a pas pris cette trajectoire-là parce que la trajectoire politique du Nozo, c'était qu'on arrive à la déflagration. Mais le peuple a dit non, ce n'est pas un problème de population, c'est un problème des leaders politiques qui veulent ceci ou cela. Mais ça ne résout pas le problème, parce que le problème de fond est là, il y a un problème. Mais il n'est pas sur la trajectoire. Mais vous savez, on a l'habitude de dire, tout ce qui pourrit va finir par sentir, parce qu'à un moment, ce problème va prendre une autre allure. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas résolu, tant que les décideurs ne décident pas de prendre les mesures qu'il faut pour résoudre ce problème anglophone, le problème est là, et c'est une réalité, c'est que le problème est là. Et il faut bien que... je pense aujourd'hui que, ne serait-ce que, même pour sortir de ces cas-là, mais j'ai dit que nous pourrons être tous témoins ici que ce problème n'a pas la trajectoire tracée. Si au moins on a ce consensus, on peut avancer. Mais il n'est pas parce que le peuple a pris cette affaire en main. Pour sortir, Dr Barnabé, Dr Kwam, je vais revenir vers vous parce que là, vous évoquez encore un problème de leadership tout à l'heure. Et moi, je reviens au Dr Kwam puisque ce problème de leadership ne fait que revenir. Est-ce que, au regard de la CEAC, est-ce
que vous convenez avec nous que les politiques sont à l'origine de la plupart des conflits qui se situent dans cette zone? Étant donné que nous avons beaucoup plus de coups d'État dans la zone CAC, je prends juste un exemple, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que vous êtes à un moment, vous avez l'intention, vous avez bien évidemment l'intention de mettre sur pied ce processus, mais vos intérêts, de foi, dépassent cette intention. Déjà que vous oubliez le peuple à un moment, comment est-ce que le peuple doit être dirigé, juste uniquement parce que vous voulez vous départager les ressources. Quel regard avez-vous Je ne suis sur pas politique. Je ne suis pas politique, donc je n'ai pas. Mais vous défendez la position des Je politiques. ne défends pas la position des politiques. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'intégration de la volonté politique, il faut un certain engagement réel des politiques pour que les choses changent. C'est bien ce que je suis en train de défendre. Donc, je ne suis pas du côté, je suis pas politicien pour dire que, bon, je suis en train de dire il faut un certain engagement des politiques pour que les choses changent. Et s'il n'y a pas cet engagement réel-là, il n'y aura pas de véritable intégration. Et je vais revenir sur ce que vous êtes en train de dire en parlant des conflits et autres. Il faut se dire des mandats, vous avez évoqué les mandats et tout. Nous avons un problème dans la CEAC et nous avions ce problème-là dans la CEMAC aussi, que les mandats sont longs. Et on arrive déjà à une succession de pères à fils. Est-ce que cela n'est pas un problème politique? C'est justement un problème que nous sommes en train de décrier. Pour dire qu'il faut que les choses changent à ce niveau. Nous n'allons pas attendre des populations. Si déjà il y a un processus électoral qui est clair et logique, tout le monde peut avoir ce pouvoir. Mais déjà, si ceux qui sont en place ne peuvent pas lâcher le pouvoir, passent le temps de modifier la Constitution, comment est-ce que vous voulez que le peuple… Non, comment est-ce qu'on devait résoudre ce problème? Comment est-ce que les peuples devraient résoudre ce problème? Comment est-ce que les peuples devraient résoudre ce problème? Oui, pour les politiques qui ne veulent pas respecter les termes de leur mandat, par exemple. Parce que la plupart des conflits en Afrique, vous l'avez dit, émanent des politiques. Même dans la zone CAC, la plupart des conflits qui sont dans la zone CAC sont créés par des politiques. Rarement sont des cas où les conflits sont créés par des peuples, mais la plupart des conflits sont créés par des politiques. Et les conflits ne sont pas favorables au processus d'intégration régionale. Mais vous nous dites qu'il faut uniquement une volonté politique. Comment est-ce que nous pouvons, à travers cette volonté politique, effectivement mettre sur pied le processus d'intégration régionale? La chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de voir qui sont véritablement les catalyseurs de cette intégration régionale-là. Parce que jusqu'ici, on s'est rendu compte que les conférences, les discours, tout ce qui a été mis en place, n'ont pas produit. On dit quelque part, il y a un problème qui n'est pas. Ça veut dire quelque part, la cible n'est pas, on n'a pas touché, on n'a pas les véritables acteurs entre les mains. Il faut repenser le processus à nouveau en intégrant, en interrogeant les vrais acteurs. Pourquoi? Parce que les décisions sont prises en haut, mais la vérité, c'est que pour une intégration, il faudrait que c'est le bas peuple qui commerce, ce ne sont pas les décideurs en haut. Qu'est-ce qu'ils veulent véritablement pour qu'il y ait intégration commerciale? Qu'est-ce qu'ils veulent véritablement pour qu'il y ait qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour qu'il y ait un développement de chaîne de valeur? Il faut toucher la base parce que c'est eux les producteurs, c'est eux les commerçants, et ainsi de suite. Donc, pour que les choses changent véritablement, il faudrait que les politiques s'intéressent à ces acteurs-là. Ils sont sous le terrain, ils ne sont pas pris en compte, et s'ils ne sont pas considérés, les choses ne bougeront pas. Donc, il faut un certain engagement à redescendre à la base et demander ce qui ne va pas, mais nous avons l'assurance que les choses ne changeront pas très tôt. D'accord, merci, docteur Kwam. Alors, docteur Barnabé, également, j'aimerais vous poser la question à savoir, vous avez certainement voyagé dans plusieurs pays, et surtout en Afrique. J'aimerais savoir, parce que cette question m'intéresse particulièrement aussi. Nous avons tant parlé du passeport CEMAC. Je ne sais pas où ensemble avec ce passeport CEMAC, qui est, de mon point de vue, ou peut-être de plusieurs personnes qui sont là, peut-être un échec, puisque nous ne voyons pas la mise en œuvre de ce passeport dans la zone CEMAC. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons tant parlé des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour que des peuples, des Camerounais qui se retrouvent peut-être dans les marchés, à Kassia, à Bamenda, les femmes qui commercent dans des choux, comment est-ce que ces peuples puissent facilement transporter leurs marchandises à travers les frontières, puisque c'est ça que nous recherchons dans ce processus? Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour sortir de cet esclavage? Alors, merci. Docteur, comme disait tout à l'heure, là, qu'il faut toucher la base. C'est ça, là. Il faut toucher la base. Et un proverbe juif dit qu'on ne donne du lait qu'à un enfant qui pleure. Et les mamans ici peuvent vous confirmer.
C'est quand le bébé pleure que vous lui donnez du lait. Alors, donc, l'enfant, si c'est nous, le peuple, nous devons crier pour dire que nous avons besoin de l'intégration. Nous devons donc pousser les politiques vers l'intégration. Ça veut dire que quand les populations de Fombot produisent la tomate pour aller en Guinée équatoriale, au Congo, à Kiossi, ainsi de suite. C'est ça qui a développé la communauté Bamoun dans cette zone-là. C'est le commerce transfrontalier. Alors, ça veut donc dire que quand on arrive, on pousse la main aux politiques, oui ou non, qu'ils le veuillent ou non. Quand soyons rassurés, pendant qu'on a fermé la frontière, de part et d'autre, ça crie, hein, et ça bouge les politiques à ouvrir la frontière pour que ça circule. Et pendant donc que ça va circuler, ça va justement aussi amener une classe d'hommes d'affaires. Parce que l'élément qui va nous manquer, je vais revenir sur le passeport, je n'ai pas oublié. Je vais chuter par là. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une classe d'hommes d'affaires qui peuvent influencer les politiques. C'est ça qui nous manque actuellement dans notre sous-région. Nous avons suivi récemment au Nigeria comment ça se passe là-bas. Les hommes d'affaires qui peuvent faire bouger les lignes, qui peuvent donc amener à dire, OK, cette affaire de passeport-là, entre Guinée équatoriale et au Cameroun, des visas, vraiment, ça nous fatigue. Cet homme d'affaires qui a un pouvoir de bouger les lignes, fait avancer des choses. Mais c'est ça que nous devons, c'est cette culture-là que nous devons avoir. Et c'est ça qu'il y a eu au Nigeria. Parce que le Nigeria aujourd'hui atteint une masse critique d'hommes d'affaires qui peuvent faire bouger les lignes. L'Afrique de l'Ouest parvient quelque part à en trouver un ou deux par pays. Mais nous n'arrivons pas aujourd'hui, nous, à avoir des hommes d'affaires. Parce que si nous avons des hommes d'affaires suffisamment solides pour aller commercer en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, ils viennent voir le Premier ministre. Libérez-nous la voie. Et c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Monsieur Barnabé, comment aurons-nous des hommes d'affaires si le climat des affaires reste comme il est? Non, parce que on ne va pas, excusez-moi, je me suis j'ai tellement poli de... Vous avez la Non, parole, non, Dr. non, Barnabé. je m'excuse d'avoir peut-être rompu le protocole de vous interrompre. Je m'excuse. Mais c'est que je ne voulais pas vous laisser continuer à dire ça. Les hommes d'affaires, nous les avons vus, même ici au Cameroun. Les hommes d'affaires n'ont pas besoin de toutes ces choses-là. Les gars, ils font leur business et ils bousculent. Donc, le climat des affaires, oui, c'est vrai. Mais le climat des affaires n'est pas tout. Le climat les affaires, c'est d'abord... Le père Fosso disait que on sent ça se sent. Et ça bouge. Donc, pour revenir sur le passeport c'est mal. Le passeport est un papier. Mais ce passeport-là, qu'on demande à la douane, à la frontière, mais l'intégration des peuples fait en sorte que, comme nous sommes des peuples voisins, on va de part et d'autre forcément même sans carte d'identité. Là, à Enugu, comment ça se passe? Vous allez à Edena, vous pensez que tous les gars qui ont les bateaux, là, les robots, là. Docteur Barnabé, j'aimerais revenir sur cette histoire des hommes d'affaires. Oui. Nous l'avons vu dans plusieurs pays, par exemple au Nigeria, Oui. le cas avec les Dangote. Au Cameroun, pensez-vous que les hommes d'affaires que nous avons puissent véritablement influencer ce processus? Étant donné que la plupart des hommes d'affaires au Cameroun, au risque de me tromper, peut-être, sont affiliés peut-être au non, je ne veux pas vous dire. Non, non, la plupart de ces hommes d'affaires, est-ce que vous nous dites qu'il faut être forcément affilié à un parti politique? Non, est-ce que vous dites, ce n'est pas la politique. et même ceux qui font partie de l'audience? Un homme d'affaires, hein, on parlons comme un homme d'affaires, c'est d'abord le business avant la politique. C'est un gars qui veut fructifier son business. Mais il y en a qui soutiennent les partis politiques après. Mais c'est parce que tu produis beaucoup que tu peux aller soutenir la politique pour avoir des... ça arrive. Le Cameroun n'a peut-être pas beaucoup d'hommes d'affaires comme le Nigeria, peut-être. Moi, je vais demander comment est-ce que le peuple camerounais puisse véritablement influencer le processus. Parce qu'on connaît le type, le calibre d'hommes d'affaires que nous avons au Cameroun. Rien ne va pour rien, en fait. Parce que nous avons des hommes d'affaires au Cameroun, ça, j'en parlais dans une autre espace. Les hommes d'affaires au Cameroun ne sont pas de la classe des industriels, c'est-à-dire ceux qui produisent. Nous avons des hommes d'affaires qui sont de la classe des commerçants. Il faut que nous soyons d'abord d'accord là-dessus.
que nous ayons une classe d'hommes d'affaires, des producteurs, des créateurs de richesses, pas des commerçants. Parce que c'est le gars qui est commerçant qui cherche les facilités à la douane. J'ai importé, je vais revendre. Mais le gars qui a produit un bien, il veut aller le vendre et il est prêt à cogner, à casser les. Allez voir les gars de Biofarm. Hein? Biofarm, il vend ses produits dans la zone CEPAC partout. Il le fait. D'accord, Il n'a pas besoin d'attendre qu'on donne les... Merci, docteur Barnabé. Docteur Kwam, j'aimerais également savoir, nous avons tant parlé des politiques, ce que les politiques doivent faire. Nous sommes tous d'accord qu'il y a un manque de volonté politique. Alors, mettons les politiques à part. Comment est-ce que nous pouvons véritablement, pour vraiment sortir des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Vous voyez qu'on revient sur les politiques. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Ce qu'il faut faire, c'est de placer les vrais acteurs de l'intégration. Qui sont ces vrais acteurs de l'intégration? C'est vous et moi, les commerçants. Ce sont les collectivités territoriales qui sont aux frontières. Ce sont les producteurs. Ce sont les vrais acteurs de l'intégration. Et ce sont eux. Pourquoi? Parce que il faut pas se dire, faut pas se leurrer. L'objectif ultime de l'intégration, c'est de mettre en place un marché large et efficace. Par exemple, là, que vous voyez, dans le processus d'intégration en Afrique, nous sommes quittés de... nous avons l'organisation de l'unité africaine qui est issue après les indépendances. Nous avons cheminé entre 70 et 80 les communautés économiques régionales. Après, nous sommes en plein cœur, c'était par la dynamique du commerce continental avec la Télécaf et tout. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du commerce continental. Donc, vous voyez, l'objectif ultime, c'est le marché commun. Et quand on parle de marché, ce sont les producteurs, ce sont les consommateurs, c'est vous et moi, en fait. Et ce sont ces acteurs qui doivent être placés au centre. Parce que si ces acteurs ne sont pas au centre du processus d'intégration, nous ne pourrons pas parler de commerce continental si les petits producteurs, tout à l'heure, je parlais du climat des affaires, Dr Barnabé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez évoqué les hommes d'affaires. Ils sont combien? Nous avons 90% de commerce informel. Il faut bien une volonté politique pour que les choses changent au niveau du climat des affaires s'améliore. Et ce sont ces acteurs-là qui doivent être au centre du processus pour que nous bénéficions effectivement et que les gens puissent... Parce qu'il faut se dire la vérité, le Guinée équatorienne ne nous veut pas parce qu'ils savent qu'on va venir prendre chez eux. Mais il faudrait quelque part qu'on se dise que non, laissons-les venir parce qu'en venant, ils vont nous apporter quelque chose. Mais s'ils viennent prendre, on va naturellement les faire partie. Donc, si les acteurs sont au centre du processus, nous pensons que les choses peuvent changer et il faut une certaine volonté politique pour cela. Il faut également mettre sur pied un cadre de concertation entre les différents acteurs sociaux. Tout à l'heure, dans mon propos, j'ai évoqué une certaine décolonisation du pouvoir. Pourquoi? Parce que les choses sont faites et tout est centralisé. Nous sommes dans un contexte de centralisation totale. Et c'est les décideurs publics qui doivent avoir tout en main. Alors, je vous relance un instant, Dr. Kwam. Dans ce processus ou dans ce contexte de centralisation, pensez-vous que les institutions et le gouvernement de la CEAC puissent véritablement réussir le processus? Mais ils ne peuvent pas réussir le processus. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous ne pouvez pas réussir le processus. Pour sortir de là, oui, dans un contexte où les gens ne veulent pas libérer le pouvoir, ne veulent pas décentraliser, pour sortir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça reste une question... parce que ce que nous sommes en train de défendre, c'est que Dr Barnabé a évoqué tout à l'heure, nous sommes des think tanks, nous écrivons, nous faisons des recommandations. Il faudrait que nos recommandations soient prises en compte. Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes là ce soir parce que nous voulons apporter notre contribution. Et il faudrait que nos recommandations soient prises en compte. Parce que si les recommandations ne sont pas prises en compte, des estimations, des projections et tout, si ces projections ne sont pas prises en compte, les choses ne changeront pas. Parce que nous ne pourrons pas quand même forcer, nous n'allons pas forcer la main. Il faudrait qu'ils prennent en compte qu'ils aient une certaine volonté à écouter et les choses, pour que les choses changent. Merci beaucoup, Dr Jean-Cédric. Alors, pour sortir, nous avons quelques minutes pour poursuivre ce débat. Je vais poser cette question à Dr Barnabé, mais je vais revenir vers vous tout à l'heure avec la même question, puisque nous parlons de recommandations. Dr Barnabé, pour sortir, quelles recommandations faites-vous pour que nous puissions véritablement mettre sur pied ce processus d'intégration régionale et jouir de ses fruits? Pour que le processus d'intégration régionale fasse des pas en Afrique centrale, nous revenons sur la culture, l'éducation des peuples, des masses. Et cette culture-là,
ce n'est pas le système classique d'éducation, mais c'est les nouveaux canaux qui existent aujourd'hui et que nous devons exploiter. Les organisations de la société civile, les think tanks et les médias. Vulgariser ces messages, ces notions pour que le peuple soit suffisamment outillé intellectuellement, psychologiquement et moralement pour dire c'est à vous et vous pouvez le faire de la manière. Deuxième axe, développement du commerce. Mais pour développer le commerce, la ZLECAf, j'en ai crié l'autre jour au ministère du Commerce. Le Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, on a combien de produits? Je ne sais pas, ça n'atteint pas 5. Hein? Alors, écoutez, ce n'est pas sérieux. On ne va pas aller à la ZLECAf avec des produits chinois que nous importons, non. Nous avons de la matière, produisons, vendons. Et tous les pays qui sont développés ont commencé d'abord par trouver le marché chez le voisin. Regardez. C'est pas. Écoutez, d'abord, je vais arriver. Avant la route. On peut créer la route et s'il n'y a rien avant à circuler sur la route, on fait comment? C'est pas la route. Je sais que vous avez fait ce travail dans un autre cadre. Ce n'est pas la route, ce n'est pas la route qui vient avant. C'est le produit à échanger qui crée la route. Quand les Nigérians viennent, il y avait avant la route qu'on a créée là, beaucoup de marchandises passent par Edenao, par bateau, par les pirogues. Vous avez vu les cargaisons, comment les gars chargent là-bas? Ce n'est pas la route. C'est le produit qui attire et qui incite à ce qu'on mette la route. Donc, vous savez, vous allez à Bangui. Vous savez combien coûte une bouteille d'eau, une bière? Combien coûte une baguette de pain? Si le Cameroun décide de produire suffisamment de biens demandés juste à côté là, il y aura la route. Parce que les hommes d'affaires camerounais qui ont produit, qui ne vont pas vendre des produits chinois, qui vendent des produits fabriqués au Cameroun, vont forcer la main pour que ça marche. Alors, docteur Barnabé, merci. Il faut sensibiliser les peuples et il faut développer les commerces. Vous l'avez bien dit. Il faut réitérer votre position que les peuples sont ces acteurs-là. Ce sont les peuples. Et ce sont ces peuples-là qui vont, quand les peuples auront des produits à aller vendre, ils vont bousculer les politiques de part et d'autre. D'accord. Docteur Kwam, est-ce qu'il faut partager cette conclusion du docteur Barnabé? Il faut vraiment une volonté politique pour les impliquer, pour améliorer le climat des affaires, pour développer les infrastructures, pour développer les chaînes de valeur. Il faut une volonté. Parce que vous convenez avec moi que nous sommes dans un contexte où les pays ont des spécialités. Et nous savons que nous ne pouvons pas tout avoir d'un bassin industriel. Il faut une volonté politique pour accepter que le Gabon a telle spécialité et le Cameroun, ils se mettent ensemble, ils développent les infrastructures. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a un manque d'engagement et quand bien même cet engagement il y a un retard dans les décisions, une dureté à la modification des lois et ce que nous sommes en train de voir avec le passeport, c'est pas. Et il faut une certaine volonté pour que les choses bougent. Je pense que nous sommes prêts. Pourquoi? Parce que nous partons à évoluer dans l'informel. Avec les petits moyens que nous avons, nous évoluons dans l'informel. Dans le temps quelque chose. Ce que nous demandons, c'est quoi? Il y a une amélioration du climat des affaires. Il faudrait qu'il y ait une certaine amélioration. Il doit améliorer le climat des affaires. Quand vous avez votre petit business et vous demandez exorbitantes, ne me dites pas que vous allez finir par fermer. Au Cameroun, aujourd'hui, les entreprises ne font pas plus de 5. Parce que ma statistique est correcte, mais la vérité est que nous avons un secteur informel prédominant. Et ce que nous sommes en train de crier, grands hommes d'affaires, j'ai quand même dernièrement avec le ministre, une bataille pour des taxes vraiment énorme. Il faut une volonté politique pour améliorer les affaires parce que nous, le peuple, sommes prêts. Merci beaucoup, docteur Jean. Je m'excuse. Je m'excuse. Docteur Barnabé, vous n'êtes pas d'accord? Non, parce que je voudrais, si je peux me permettre de rectifier, peut-être susciter un autre débat. Non, les hommes d'affaires au Cameroun ne payent pas plus d'impôts qu'ailleurs. Le taux de pression fiscale au Cameroun aujourd'hui est à 13%. L'Union africaine, et vous le savez, les études qui ont été menées partout, dans le cadre de l'agenda 2030, disent que le minimum acceptable pour franchir le pas, c'est 20% de pression fiscale. Et prenez aujourd'hui tous les pays classés émergents en Afrique, c'est une moyenne de 22, 23, 24%. Les pays dans le pays développé, ils sont à 30-40% de pression fiscale. Le problème des impôts au Cameroun, c'est la mauvaise. C'est-à-dire que ceux qui sont supposés payer des impôts
ne les paye pas. Maintenant, ce que l'État attend repose sur 2 ou 3 qui vont crier, mais c'est un problème des systèmes de fiscalité. Nous avons des études là-dessus sur le site de notre centre. Vous pouvez aller voir ces études sur l'optimisation du potentiel fiscal. Il y a de gros problèmes. Ce n'est pas parce qu'on paye plus qu'ailleurs. Alors, pour sortir de là, une seule dernière question à tous les débatteurs. Quel est l'avenir? Quel est l'avenir de l'intégration régionale? Dans quelques secondes, s'il vous plaît, où est-ce que vous voyez ce processus dans 5-10 ans? L'avenir, nous n'avons pas de choix. Soit nous avançons, soit nous mourons. Et il faut bien qu'on y arrive, il faut bien qu'on avance. Donc, tout le rôle, tout le devoir est à nous, les acteurs. Ce que nous faisons, je pense que c'est une contribution à faire maturer cette idée, et nous devons avancer et améliorer notre impact sur la société. Donc, les think tanks et la société civile, nous puissions améliorer notre impact sur le peuple, afin qu'ils puissent prendre cette affaire en main et bouger les lignes. Merci beaucoup, docteur Barnabé. Et selon vous, docteur Jean-Sadi, où est-ce que vous voyez ce processus dans les 5-10 ans à venir? Pensez-vous que nous avons toujours des problèmes politiques ou bien? Vous savez, la conférence chef d'État, c'était récemment. Et dans la conférence chef d'État, 5 ans encore, il y a des discussions à la tête des institutions. Et ce que nous savons, c'est que, à cause du manque de volonté politique, il y a une sorte d'inefficience de ces institutions-là. Donc, nous pensons que peut-être après 5 ans, les choses pourront changer. Peut-être que ce sont les mêmes qui sont là. Et ce même désengagement. Nous espérons bien qu'après 5 ans, les choses vont changer. Merci beaucoup, docteur Barnabé. Merci beaucoup, docteur Jean-Sadi Kwam. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à terme de ces échanges, de ce débat. Et à ce moment, nous allons partager avec le public qui nous a fait le privilège de nous écouter durant ces arguments pendant quelques minutes. Tous ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous avez certainement noté quelques éléments durant le débat. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est Clément Noumsi, journaliste à l'hebdomadaire Afrique Performance. Oui, j'ai bien suivi les interventions des 2 panélistes et j'ai juste une petite contribution à donner. C'est que dans l'exposé qu'ils ont fait, comme le docteur Kwam le dit, la volonté politique manque. Moi, je dirais plutôt la volonté politique en Afrique centrale, il y a parce que les textes existent. Le problème qui existe, c'est de traduire dans les faits cette volonté politique. Ils ont déjà exprimé, parce que si on veut regarder la panoplie des textes qui existent, il y en a réellement. Et par rapport à ce que M. Barnabé disait, il faut sensibiliser parce qu'il y a un problème d'éducation de la société. Les organisations de la société civile ont un travail véritablement important à faire. Ce travail, s'il est fait, avec la traduction dans les faits de la volonté politique, la zone CEAC verra le jour le plus tôt. Merci. Nous espérons bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres participants. Alors, oui, messieurs. Bonsoir à tous. Je suis Len Babem Thomas. Je suis étudiant à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Déjà, merci aux panélistes de nous avoir éclairés sur certains thèmes qui étaient jusqu'ici des zones d'ombre pour nous qui sommes étudiants. Bon, ma question est sur l'intégration, puisque nous parlons d'intégration. Je m'adresse particulièrement au docteur Barnabé. Docteur, peut-on parler d'intégration régionale en Afrique tout en sachant qu'il y a une certaine tu peux appeler ça multiplicité, voilà, multi-appartenance dans les communautés économiques régionales. Nous devrons, qu'est-ce que je vais dire, les États africains, donc les États de l'Afrique centrale, ne doivent-ils pas penser à la rationalisation des CER qu'il y a au niveau de l'Afrique centrale, c'est-à-dire faire une certaine fusion entre la CEMAC et la CEAC pour une intégration plus efficiente? C'est ma question. D'accord. Si nous avons d'autres questions, oui, au monsieur. Nous revenons vers vous, madame, s'il vous plaît. Allez, monsieur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Jean-René Mevamou, c'est mon nom, je suis journaliste, j'écris dans l'intégration. Ma question, elle est quelque peu brutale. Docteur Okuda, dites-moi,
est-ce que vous avez eu peur des mots, vous voulez parler des égoïsmes nationaux, ou bien vous avez juste voulu utiliser des euphémismes qui marquent cette réalité-là, puisque des égoïsmes nationaux, il en existe. Et puis, parlant du petit frère qui parle, à la suite du petit frère qui parle de la rationalisation des CER, est-ce que vous ne pensez pas que cette rationalisation-là est juste assujettie à ces égoïsmes, parce que la rationalisation piétine depuis. Et est-ce que ce ne sont pas les égoïsmes? Parce que quand on parle de volonté politique, je trouve que c'est faible. Ok. Merci beaucoup aux intervenants et à vos contributions que je trouve pertinentes, au-delà que ce soit des questions ou pas. Pour le jeune frère de Lyrique, je pense que dans votre cours, certainement qu'on a dû vous le présenter, mais sinon, ça existe bien. L'agenda 23 de l'Union africaine a prévu un plan qu'on appelait les First 10 Years, les 10 premières années. Et dans ces 10 premières années-là, il y avait justement cet objectif de rationalisation des communautés pour aboutir à 5 communautés. Parce que quand vous prenez cette cartographie-là, vous allez voir qu'il y a des pays qui appartenaient à 4-5 communautés. Le cas des pays comme la RDC, qui était à la CPGL, au COMESA, à la SADC, à la CEAC. Vous avez les pays tous les pays de la CPGL, hein, les grands lacs là, qui appartiennent également à East African Community, à la SADC, au COMESA, à la CEAC. Donc, c'était vraiment de cette toile d'araignée là. Et l'objectif était donc de dire au niveau de l'Union africaine qu'au cours des 10 premières années, il fallait que ce processus soit achevé pour que nous puissions continuer avec les autres étapes de l'agenda 2063. Et c'est ça qui a donc amené à ce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le fait que l'UEMOA devait être absorbé par la CEDEAO n'a pas posé grand problème. Ils ont même avancé sur la question de monnaie unique, que le passage oui, à l'Afrique de l'Ouest, il y a eu ce problème-là quand le président français est allé avec le président ivoirien signer un papier et que le Nigeria a contesté que non, ce n'était pas ça la démarche. Au niveau de l'Afrique centrale, il y avait des choix parce qu'il y avait des pays comme le Burundi et le Rwanda qui devaient faire un choix pour dire soit on va en Afrique de l'Est, soit on va en Afrique centrale au niveau de la CEAC. Et rentrer dedans et permettre à ce que la CEMAC soit absorbée par la CEAC. Mais comme nous l'avons tous suivi et comme nous le suivons, oui, ce processus-là piétine et il piétine parce que les gens ne veulent pas que ça marche comme ça. Ça piétine. Il y a tout un comité qui est même présidé par notre chef d'État, mais ça n'avance pas au rythme souhaité. Et le constat malheureux, c'est ce qui venait d'être fait là en mars dernier. Au lieu que la CEMAC se mette dans un processus de fusion-absorption, la CEMAC se met encore dans une posture d'autonomie. Mais en fait, c'est pour dire que non, je ne suis pas dans votre affaire. Alors, pour chuter, Dr. Barnabé. Pour dire que la question la nationalité des CR, c'est déjà affiché, dit par l'Union africaine. Et les pays ont accepté cela. Mais maintenant, c'est le rythme de mise en œuvre par les communautés qui fait problème. Maintenant, notre ami de journal d'intégration, bon, nous nous comprenons. Si vous le dites avec vos mots, je le dis avec les miens, mais le constat est là. Bon, d'accord, merci, docteur. Vous aurez l'occasion pour revenir. Alors, nous avons des questions en ligne, je suppose, M. Ayomba. Mais avant d'aller, donnons un peu d'honneur aux dames, s'il vous plaît. Madame, vous avez une question? Vous avez voulu poser une question. Micro à la dame, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Adeline Mbot de Carrefour Policy Institute. Et merci déjà pour ce débat. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste de l'intégration, mais j'ai trouvé tellement intéressant. Parmi les recommandations qui ont été avancées, le docteur Kwame a parlé d'améliorer le climat des affaires.
Et cette amélioration doit puiser sa source dans les politiques. Voilà. Et il a parlé également de pression fiscale. Et vous avez répondu en disant que, voilà, on ne peut pas parler de pression fiscale au Cameroun parce qu'on parlera de pression fiscale si c'est au-delà de 20%. Alors, si ce n'est pas un problème de pression fiscale, je n'ai pas entendu parler de corruption. Parce que si on parle de corruption, il y a un corrompu et un corrupteur. Est-ce que là, ce n'est pas un problème partagé entre les peuples et les politiques? Chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, docteur Barnabé, vous voulez bien prendre la question de la dame? Oui, très rapidement, hein, je pense qu'on va aller vite. Pour dire que, pour ce que je sache, le gouvernement avait mis en place des instances pour regrouper le secteur public et le secteur privé afin de résoudre nos problèmes. Il y a eu le Cameroun Business Forum, mais sauf que les résultats n'ont pas été extraordinaires. C'est ça qui a fait que depuis un temps, la banque, on a même mis carrément la croix dessus. Mais je sais aussi que le 30 mars dernier, j'ai été dans l'atelier à Douala où le gouvernement avait réuni le secteur privé pour adresser certaines préoccupations précises du secteur productif. C'était à l'hôtel Cristal et ce rapport-là existe. C'était justement pour prendre les préoccupations du secteur privé, voir ce qui peut être fait dans l'immédiat pour franchir un certain palier. La question de la corruption, c'est une question cruciale qu'il faut aborder, mais c'est pour ça que moi, je reviens toujours sur la question, sur l'éducation. Sur l'éducation des masses, des peuples, parce que ce n'est que par là que l'on peut vraiment adresser cette question de corruption qui a plusieurs facettes. Oui, chacun est responsable de cette affaire. Donc, en ce qui concerne la position que défend celle du peuple, nous devons être éduqués à la corruption. 1, pour ne pas céder. 2, savoir identifier les actes de corruption. Et 3, avoir le courage de les dénoncer. Puisque c'est un problème partagé, j'aimerais bien vous entendre également, docteur Kwam. Oui, le problème de corruption demeure au Cameroun parce que Dans la CA, c'est dans dans le la là, CEA, je suppose. que nous étions, les problèmes demeurent. Pourquoi? Parce que les sanctions ne suivent pas. Vous voyez, il y a des dirigeants, comment couverts par les institutions en place, et les sanctions d'autre part. Donc, du coup, ces dirigeants, les acteurs de la corruption aussi, parce que c'est eux qui descendent, parce que c'est eux ils ont le bras le plus fort et c'est eux qui tordent le bras du peuple. Voilà. Donc, du coup, les sanctions ne suivent pas. Les torts sont certes partagés, mais nous pensons que ceux qui doivent, les États doivent continuer à jouer leur rôle de gendarme, de justice, afin de couvrir le peuple. Sinon, la situation va perdurer. Merci beaucoup, docteur Jean Sadécom. Alors, monsieur Ayomba, pour des questions en ligne. Évidemment, monsieur Antem, nous avons plusieurs questions en ligne. Je vais en prendre deux. La première, faites-vous la prédiction que la zone de libre-échange continentale africaine va se heurter aux failles des communautés économiques régionales, explicables par le manque de volonté politique souligné en préambule dans les propos introductifs des uns et des autres? Et la deuxième question, how is Africa financing its regional integration aspirations? In this might resides the honors or the reason of its stagnation. Voilà les deux questions que nous posent nos participants en ligne. Alors, pour la première question, docteur Jean Sadécom, vous l'avez bien retenu. La zone de libre-échange continentale africaine va certainement se heurter au même problème. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a une modification dans les lois, les réglementations à opérer. Et les États sont lents dans ce processus-là. S'ils décident encore d'être lents dans ce processus, les États vont piétiner. Pourquoi? Parce qu'on veut libérer 90% des lignes budgétaires qui doivent être supprimées, rentrer dans les textes. Pourquoi? Parce que dans la CEA, nous avons un tarif, dans la CEMAC, pardon, et il faut revoir tout ces choses. Modification rapide.
politique de réglementation en vigueur, politique, car dans ce processus-là, nous allons davantage piétiner. C'est tout ce que je peux dire. Suivant la question au financement, selon vous, je ne sais pas si vous avez saisi la question, comment est-ce que les pays et les États africains financent les démarches pour mettre sur pied le processus d'intégration régionale? Oui, je pense que la question telle elle a été posée, je suis un peu pas mal à l'aise, mais je ne vois pas l'intégration comme quelque chose qui doit être financé. Non. L'intégration, ce sont des actions que nous devons mener. Évidemment, il y a des coûts induits. Par exemple, quand il faudra faire des voies de communication, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le financement de l'intégration en tant que finalité qui doit venir de l'extérieur, parce que c'est la ressource nationale qui doit contribuer à mettre en place des infrastructures de communication, de communication pour que l'intégration puisse avancer. Il y a beaucoup plus d'actes de volonté administrative, politique, comme on l'a dit. Sur la première question, en un mot. Quelques secondes. Oui, je crois que la question de communauté, la question de la ZLECAf, je l'ai dit dans une publication, c'est que nous ne pouvons pas arriver à la zone continentale sans passer par la zone sous-régionale. C'est une volonté, oui, on l'a affiché comme ça là. Mais comment on va intégrer le continent sans que les sous-régions ne soient déjà intégrées? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Barnabé. Thank you very much, Dr. Jean-Cédric Kwam. We have come to the end of these debates. I want to thank you, dear all participants who have borrowed us of your time to be able to share your ideas here and to clarify your doubts. I want to thank each and every one of you who's been following us equally online. We were debating on the theme, be it resolved. Regional integration is a result of public demand. And we were blessed to have Dr. Jean-Cédric Kwam, who was arguing for the proposition, while Dr. Barnabé was arguing against the proposition. At this point in time, we are going to invite the communications department to give us the final remarks. But I think the key message we need to retain is regional integration cannot be fully implemented without a political will. There is a political dimension to it. And equally, judging from Dr. Barnabé's intervention, there is a responsibility we all have as individuals, as civil society activists, as think tanks, to advance the regional integration process. So I want to thank you all for spending us your time to be able to partake in this debate.